Nous a souvent présenté un chemin de vie assez simple. Faire de bonnes études, travailler dur, obtenir un bon salaire et la stabilité financière suivra. C'est la promesse. Pourtant, pour un grand nombre de personnes, la réalité est bien différente. Malgré un emploi stable et un revenu régulier, un sentiment de précarité persiste. C'est une impression étrange, comme celle de courir sur place sans jamais vraiment progresser. Aujourd'hui, on va analyser ce sentiment en plongeant au cœur des mécanismes économiques, historiques et psychologiques du salariat. La question centrale est donc posée. Ce salaire, qui est le pilier de notre modèle de société, est-il une véritable sécurité? Ou bien s'agit-il, en réalité, d'un piège subtil qui nous maintient dans une forme de dépendance? C'est ce que nous allons examiner ensemble, étape par étape. Commençons par ce paradoxe, ce sentiment que beaucoup partagent, celui d'être pris dans une routine sans fin. Même avec un revenu qui tombe chaque mois, il y a cette sensation d'être piégé dans le fameux cycle métro-boulot-dodo. Le salaire arrive, bien sûr, mais il semble s'évaporer presque aussitôt, laissant derrière lui une impression constante de fragilité. Cette citation de Nigel Marsh décrit parfaitement ce ressenti. Elle met le doigt sur un cycle qui peut paraître absurde, où le travail n'est plus un moyen de s'accomplir, mais simplement une nécessité. Une nécessité pour financer une consommation qui, elle-même, est censée combler un vide. C'est précisément cela que l'on appelle la rat race. Et la rat race, ce n'est pas juste une expression. C'est un véritable modèle socio-économique, une sorte de compétition épuisante pour maintenir un statut social. Dans ce système, on échange notre ressource la plus précieuse, notre temps, contre un salaire, dans une routine qui, au final, laisse très peu de place pour construire une liberté réelle. Mais pour bien comprendre les limites de ce système, il faut faire un bref retour en arrière. Il faut se souvenir que le salariat n'a pas toujours existé. C'est en fait une invention assez récente dans l'histoire humaine, et son objectif premier n'a jamais été de rendre les employés riches. Avant la révolution industrielle, la plupart des gens possédaient leurs propres outils et contrôlaient leur production. L'industrialisation a tout changé. En concentrant le capital et les usines entre les mains d'une minorité, elle a transformé le temps de travail en une simple marchandise. Le salaire a été inventé pour une raison précise, stabiliser la main-d'œuvre. Il offre une sécurité de base en échange d'une dépendance, mais il pose aussi, par sa nature même, une limite structurelle à l'enrichissement. C'est dans ce contexte qu'est apparu un concept, disons, assez provocateur, celui d'esclavage salarié. L'idée derrière est la suivante. Si la seule alternative au travail pour un employeur est la misère, peut-on réellement parler d'un choix libre? Cela met en lumière une relation de dépendance où l'on échange sa force de travail, principalement pour survivre. Pour bien saisir le cœur du problème, il faut comprendre une différence fondamentale en économie, celle entre le revenu et le patrimoine. On peut imaginer le revenu, le salaire, comme un flux, une rivière. C'est l'argent qui entre et qui sort pour payer les dépenses courantes. La vraie richesse, le patrimoine, c'est différent. C'est un stock, un lac que l'on remplit, un ensemble d'actifs qui prend de la valeur et assure une sécurité à long terme. Le système salarial nous concentre sur la gestion du flux, de la rivière, nous laissant souvent très peu de moyens pour remplir le lac. Alors voyons maintenant plus en détail les mécanismes très concrets, à la fois économiques et psychologiques, qui renforcent ce piège aujourd'hui et qui maintiennent beaucoup de gens dans une situation où ils ont la tête juste hors de l'eau, même avec un bon salaire. Le premier de ces mécanismes, c'est la fragmentation quasi automatique du salaire. Avant même que l'argent n'arrive sur le compte en banque, une part importante est déjà prélevée par les impôts et les charges sociales. Immédiatement après, les virements automatiques s'enclenchent pour le loyer, les crédits, les factures. Comme on le voit sur ce schéma, sur 100 € gagnés, il ne reste souvent qu'une toute petite fraction pour l'épargne ou les dépenses discrétionnaires. En réalité, une grande partie du travail sert à payer l'État, les banques et les fournisseurs de services. Le deuxième mécanisme est plus psychologique. On l'appelle l'inflation du style de vie. C'est simple, on obtient une augmentation et, presque instinctivement, les dépenses augmentent en proportion. Une plus belle voiture, un appartement plus grand. Le résultat, c'est qu'on n'épargne pas plus qu'avant. Et pire encore, on devient dépendant de ce nouveau niveau de revenu, plus élevé. On n'est pas plus libre, on est simplement piégé à un niveau supérieur. Et enfin, le troisième mécanisme, qui est redoutablement efficace, la dette. Le crédit immobilier, les prêts étudiants, tout cela crée des obligations financières fixes sur des décennies. Un employé endetté est un employé prévisible. Il prendra moins de risques professionnels, il changera moins facilement de carrière. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se permettre d'interrompre le flux de revenus mensuels. C'est une forme de contrôle par l'endettement. Bien, maintenant, prenons un peu de hauteur. Ce piège du salaire s'inscrit en fait dans une dynamique beaucoup plus large, une tension fondamentale qui se joue au niveau macroéconomique, l'opposition entre le capital et le travail. Pour comprendre cette dynamique, il y a un concept clé, c'est la part du capital.
Pour faire simple, c'est la portion de toutes les richesses créées dans un pays qui revient à ceux qui possèdent des actifs, sous forme de profits, de dividendes, de loyers, par opposition à la part qui revient à ceux qui travaillent, sous forme de salaire. Et sur ce point, les données économiques sont très claires. Une étude récente a révélé un fait marquant. Au cours des 40 dernières années, environ la moitié de l'augmentation des inégalités de revenus s'explique simplement par le fait que la part des revenus allant au capital a augmenté, au détriment de celle allant au travail. C'est un chiffre absolument considérable. Ce graphique l'illustre de manière assez frappante. Pendant que les revenus de ceux qui possèdent du capital ont connu une forte croissance, les revenus du travail, eux, ont stagné ou ont même diminué en valeur relative. Autrement dit, l'argent a généré plus d'argent, beaucoup plus rapidement que le travail n'a généré de salaire. L'écart s'est donc creusé. Et si cette situation est déjà structurellement déséquilibrée, une nouvelle force technologique majeure s'apprête à rebattre complètement les cartes. Il s'agit de l'intelligence artificielle générale, ou AGI. Contrairement aux technologies du passé qui augmentaient la productivité humaine, l'AGI a le potentiel de remplacer entièrement le travail humain, qu'il soit intellectuel ou physique. Dans le modèle économique de Pascal Stiefenhofer, l'AGI n'est pas un simple outil. C'est une nouvelle forme de capital, capable de travailler comme un humain, mais avec un coût de fonctionnement marginal proche de zéro. La conséquence logique est brutale. Une pression énorme à la baisse sur la valeur des salaires humains, qui pourrait même, à terme, tendre vers zéro. Ce graphique, tiré de cette étude, offre une perspective assez vertigineuse. Il modélise ce qui pourrait se passer. Regardez bien. À mesure que la part du travail effectué par l'AGI augmente, c'est l'axe horizontal, la part des revenus qui revient aux travailleurs humains, l'axe vertical, s'effondre de manière exponentielle. Ce modèle suggère que la valeur économique du travail humain pourrait devenir, à terme, quasi nulle. Face à une telle perspective, où le travail ne serait plus le principal moyen de distribution de la richesse, ce sont les fondations mêmes de notre société qui sont remises en question. Cela nous oblige à tout repenser, à commencer par notre contrat social. Des solutions qui pouvaient sembler radicales il y a encore quelques années sont maintenant sérieusement débattues. On parle par exemple du revenu de base universel pour garantir un filet de sécurité pour tous. D'autres idées émergent, comme la propriété collective des systèmes d'AGI, pour que les énormes profits qu'ils généreront bénéficient à toute la société et non à quelques individus. Ou encore, une fiscalité très progressive sur les richesses créées par l'AGI pour financer ces transformations. La référence à Rousseau ici est essentielle. Son idée du contrat social repose sur un pacte où la société garantit à la fois les libertés individuelles et le bien commun. Depuis 2 siècles, le travail est au cœur de ce pacte social. Mais si le travail perd cette fonction centrale de redistribution, alors le pacte est rompu. Il devient nécessaire de le réécrire. La vraie question n'est donc plus de savoir si nous devons changer les règles, mais plutôt si nous aurons la lucidité et le courage de le faire avant que la réalité ne nous y force. Sommes-nous prêts à imaginer une société où la valeur d'une personne ne dépend plus uniquement de son emploi salarié ? Pour résumer, ce sentiment de précarité lié au salaire n'est pas qu'une impression personnelle. C'est le résultat d'un système avec son histoire, ses règles et ses limites. Un système où le salaire est un flux concurrencé par un capital de plus en plus puissant et qui pourrait être totalement bouleversé par l'arrivée de l'AGI. Comprendre ces grands mécanismes, c'est la première étape indispensable pour pouvoir réfléchir sereinement à l'avenir. Pour continuer à explorer les forces qui dessinent